D'accord, écoutez, mes chers collègues, on va reprendre l'audition. Permettez-moi de remercier publiquement ma collègue et amie Anne Ventalon, vice-présidente, qui a bien voulu suppléer pour montrer aussi que les sénateurs, on est ici en commission d'enquête, mais aussi on peut être aussi dans l'hémicycle pour défendre le projet de loi de finances. Vous voyez qu'on est actif, le pas de sénateur est là, je le dis surtout pour nos amis internautes qui nous regardent. Donc, mes chers collègues, nous poursuivons notre série d'auditions avec celle de M. Grégory Emery, directeur général de la santé, accompagné d'Adeline Croyer, sous-directrice de la prévention des risques, et Laurence Cat. Est-ce que c'est bien ça? Ah, c'est pas ça. Moi, j'ai Laurence Cat. Ni Mme Croyer, ni Mme Caté, il y a Mme Lavador et Mme Merlot. Très bien, donc accompagné de mesdames, voilà, de la direction de la santé. Donc, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Monsieur le directeur général, prenez le micro. Je le jure. Et mesdames, si vous devez prendre la parole, je vous demande également de prêter serment, s'il vous plaît. Je le jure. Merci. Je le jure. Très bien. Également, je dois vous demander, mesdames et messieurs, si vous avez un lien d'intérêt par rapport à l'objet de notre commission d'enquête. Aucun lien d'intérêt. Aucun lien. Et aucun lien. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. L'administration que vous dirigez exerce un rôle central en matière de réglementation des eaux minérales naturelles et des eaux de source, codifiées au sein du Code de la santé publique. Vous exercez également la tutelle des agences régionales de santé, ARS, qui mettent en œuvre la réglementation française des eaux conditionnées et réalisent les contrôles officiels des exploitants. Du fait de ces missions de contrôle, la DGS et les ARS concernés ont été au cœur de la mise en œuvre du plan de transformation mené par Nestlé Water pour abandonner les traitements interdits par la réglementation. Pourriez-vous revenir brièvement sur la réglementation régissant les eaux minérales naturelles et sur ses justifications, notamment au regard de la notion de pureté originelle? Est-elle en danger aujourd'hui? Quel est le statut juridique de la microfiltration? Selon vous, quel seuil de coupure est aujourd'hui autorisé? Serait-il opportun de le préciser dans le droit? Des microfiltrations à 0,2 microns sont-elles actuellement utilisées par des industriels, y compris par Nestlé Water? Des arrêtés pris par les préfets autorisent-ils ce niveau de microfiltration? Aujourd'hui, êtes-vous en mesure d'affirmer à la commission d'enquête que toutes les conformités constatées dans le cadre de la mission d'inspection de l'IGAS, conclue en juillet 2022, ont été corrigées? Sinon, pourquoi les contrôles n'ont-ils pas été renforcés à la suite de la séquence révélée dans la presse? Voici quelques questions sur lesquelles notre rapporteur, et je lui ai fait confiance, vous interrogera. Nous vous proposons, monsieur le directeur, de présenter peut-être, alors de manière, j'allais dire, très synthétique, une présentation liminaire d'une dizaine ou plus de 15 minutes. Et après, je crois que notre rapporteur a beaucoup de questions à vous poser. Et dans le cadre de, justement, cet échange de questions-réponses permettra justement d'approfondir les éléments que vous souhaitez nous amener. Également, bien sûr, nos collègues pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent. On pourrait partir sur à peu près 1h30 d'audience, et puis vu la qualité de la personne à auditionner. Donc, monsieur le directeur général, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur de la commission d'enquête, mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, en tant que directeur général de la santé, d'abord je vous remercie pour cette audition à cette commission d'enquête sur les pratiques industrielles de l'eau en bouteille et les responsabilités de pouvoir public. On lit beaucoup de choses sur ce sujet-là et donc je suis ravi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous. Mes propos ils vont porter exclusivement sur le dernier aspect du titre de votre commission, à savoir celui de la sécurité sanitaire des eaux, qui est du domaine de compétence du ministère chargé de la Santé. Peut-être d'abord dire que la qualité des eaux est particulièrement la question de la qualité des eaux est aujourd'hui un sujet particulièrement complexe et sensible pour plusieurs raisons. D'abord parce que la question de l'eau s'inscrit dans un contexte de raréfaction de l'eau de bonne qualité qui nous oblige collectivement à définir une politique d'utilisation résiliente et concertée de l'eau, et dans ce cadre-là, de penser différemment les questions de gestion des risques. Aussi parce que dans un contexte de défiance, il faut dire les choses, de nos concitoyens vis-à-vis de la qualité des eaux, on voit bien qu'il y a quelque chose qui
qui se passe. Il y a une enquête sur l'eau du robinet qui montre effectivement que globalement la confiance des Français est passée de 85% en 2022 à 78% en 2023 et donc il y a un phénomène qui se passe. Enfin, et c'est l'objet de la commission d'enquête d'aujourd'hui, parce que jusqu'alors les eaux conditionnées disponibles dans le commerce étaient perçues ou sont perçues par les Françaises et les Français comme des produits de qualité supérieure. D'ailleurs, le ministère de la Santé, je le dis, recommande leur consommation en cas d'indisponibilité temporaire de l'eau du robinet. C'est le cas lorsqu'il y a des pollutions de la ressource, c'est le cas plus récemment à Mayotte. Pour toutes ces questions, soyez convaincus, mesdames, messieurs les sénatrices et les sénateurs, de mon attachement à ce sujet que j'investis particulièrement. Je suis accompagné, je le dis pour comme ça tout le monde sera informé, je suis accompagné par Mathilde Merlot qui est la chef du bureau de la qualité des eaux et Camille Lavalor, ma directrice de cabinet. Je suis sous serment aujourd'hui, j'ai prêté serment en introduction. Je m'attacherai donc à répondre à vos questions en tant que directeur d'administration centrale. En tant que médecin de santé publique en charge des politiques publiques de santé, je le dis aussi en introduction, je ne suis pas un expert scientifique de l'eau, je préfère le dire. Vous avez hier auditionné le professeur Benoît Vallet en sa qualité de directeur général de l'ANSES. Je ne suis pas non plus un acteur local, je ne connais pas tous les paramètres qui sont mesurés. J'ai pleine confiance dans l'action des agences régionales de santé. Je commencerai par un très bref rappel, mais parce que ça a une visée quand même pédagogique dans mon propos, sur la situation française en matière de sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles. On a en France une réglementation qui est conforme au droit européen et qui, cette réglementation est définie au niveau national, vous l'avez dit, par la Direction générale de la santé et mise en œuvre dans les territoires par les agences régionales de santé qui sont des établissements publics autonomes. Je préfère aussi le rappeler. Les agences régionales de santé apportent leur expertise aux préfets chargés du pouvoir décisionnaire dans le cadre d'arrêtés préfectoraux. Juste, je le rappelle, pour celles et ceux qui sont moins familiers, mais les missions de la DGS et des ARS, elles commencent au point de captage, va jusqu'au conditionnement des eaux embouteillées, et ensuite c'est d'autres ministères que vous avez aussi auditionnés ces derniers jours, chargés de la consommation et chargés de l'agriculture, qui assurent le contrôle de la loyauté et de la sécurité sanitaire des eaux conditionnées une fois que celles-ci sont commercialisées dans un contexte où il y a effectivement une police sanitaire unique depuis le 1er janvier 2024. Je rappelle enfin en introduction, et je pense que c'est un point important, que la qualité sanitaire des eaux conditionnées produites en France est très satisfaisante. Plus de 150 000 analyses sont réalisées chaque année dans le cadre du contrôle sanitaire des ARS et le taux de conformité aux limites de qualité réglementaire est supérieur à 99% pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques. En 2022, pour vous donner un chiffre mais que vous connaissez, ce sont plus de 50 inspections sur 104 sites, donc finalement un site sur deux qui a été inspecté et plus de 1900 visites des ARS qui ont été conduites sur le sujet. Et finalement, le niveau de conformité constaté explique pourquoi nous avons considéré jusqu'en 2021 qu'il n'était pas nécessaire de renforcer la surveillance des eaux conditionnées. Avec un taux de conformité supérieur à 99%, quand on regarde les dernières années, il aurait été difficile et même faux d'affirmer que le risque n'était pas maîtrisé. Oui, mais voilà. En santé publique comme en santé, le risque il n'est jamais nul, il ne l'est jamais, je le dis, mais le risque était maîtrisé. Et d'ailleurs, je le redis aussi sous serment, je considère aujourd'hui que le risque est maîtrisé. Et pour être très clair, je vais aussi commencer cette audition en insistant sur le fait que, de mon point de vue, le dossier Nestlé Water, qui nous réunit aujourd'hui, n'est pas un sujet de sécurité sanitaire, mais bien un sujet de fraude. Est-ce que le consommateur a été dupé ? Indéniablement, quand des filtres à charbon et des UV sont utilisés pour de l'eau minérale naturelle. Est-ce que le consommateur a été mis en danger en tant que directeur général de la santé ? Je réponds de manière explicite, non. Quand les minéraliers d'ailleurs ont décidé d'avouer qu'ils avaient des traitements frauduleux, je parle bien là des UV et du charbon, je ferai le sort de la microfiltration un tout petit peu plus tard dans mon propos, ils se sont tournés vers le ministère en charge de la consommation et non en charge de la santé, précisément parce qu'ils pensaient que leur pratique était frauduleuse, pas dangereuse. J'insiste sur ce point. Et je vais peut-être lire le premier mail de mes services qui a été communiqué à la Commission dans le cadre de l'ensemble des documents qui vous étaient adressés. Il date du 27 septembre 2021.
au moment où nous avons l'information que le groupe Nestlé a porté à la connaissance du ministère de l'Industrie le recours à des traitements non autorisés. Je lis le mail. Nestlé a pris l'initiative de contacter le cabinet Industrie et la DGCCRF pour avouer qu'elle traite en effet ces eaux minérales naturelles périées par des traitements UV au charbon actif, alors que ce type d'eau ne doit subir que des traitements limités autorisés. Il ne semble pas y avoir de préoccupation d'ordre sanitaire, car les EMN en question sont exempts de problèmes de qualité biologique, mais bien une infraction aux dispositions du Code de la santé publique sur l'interdiction de ces traitements et un problème de loyauté. D'autres pourraient être concernés. Fin de la citation. Peut-être en introduction dire que oui, les minéraliers ont mis en place des traitements non autorisés, je l'ai redit, charbon, UV, mais ce faisant, et là c'est le médecin de santé publique qui parle, en filtrant les eaux, en les désinfectant plus que ce n'est autorisé, ils ont finalement renforcé la sécurité sanitaire de ces eaux. C'est un fait. Plus on traite l'eau, plus on la désinfecte, moins il y a un risque de contamination. Par contre, j'insiste aussi, quand les contrôles ont démontré qu'il y avait des eaux qui étaient impropres à la consommation humaine, les produits ont été détruits et c'est ce qui est le cas aujourd'hui sur les denrées alimentaires. Alors, est-ce qu'il est utile de s'interroger comment finalement, dans notre système français, ces pratiques ont pu prospérer? La réponse est oui, explicitement. Est-ce qu'il est aujourd'hui opportun de faire reposer une partie des contrôles sur l'autosurveillance des industriels? C'est le cadre même de la denrée alimentaire européen qui est construite de la sorte. Est-ce que la législation européenne nationale est imprécise, datée ou inadaptée? Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, clairement oui. Je n'ai aucun doute dessus. Et les différents rapports de Madame la sénatrice sur la mission d'information, le rapport de la Commission européenne, comme le rapport d'audit du Sénat le dit. Est-ce que la gestion de ce dossier par l'administration a été trop lente? C'est bien évidemment à vous d'en juger. Par contre, au regard d'articles qui sont parus hier soir, est-ce qu'effectivement on a mis en danger la vie des Françaises et des Français? La réponse est non. Est-ce que nous sommes assujettis au pouvoir des géants de l'eau? La réponse est non aussi. Je préfère le dire, je n'ai jamais reçu de pression d'un groupe, quel qu'il soit, sur ce sujet-là. Je ne les ai même jamais rencontrés. Très rapidement, pour respecter le temps qui m'est imparti, peut-être vous dire, revenir sur la séquence. Oui, la Direction générale de la santé est informée par le 27 septembre 2021 que le groupe Nestlé Water a recours à des pratiques illicites. À la suite des signalements, que ce soit en Occitanie ou en Grand Est, effectivement, il est décidé une mission de l'Inspection générale des affaires sociales que vous avez auditionnée la semaine dernière, qui seront des missions couplées avec les agences régionales de santé pour que cette mission ne soit pas simplement théorique, elle soit basée sur des données très précises. Un autre point important, parce que je vais venir sur les conclusions, on bénéficie d'un audit de la Commission européenne, audit inopiné en mars 2024 sur le système français de contrôle officiel des eaux minérales naturelles. C'est mes équipes qui ont été en première ligne sur ce dossier-là. La Commission européenne a rendu son rapport et on a encore des échanges qui sont en cours pour définir les suites. Et enfin, le Sénat a commis un rapport sur la mission d'information sur les eaux minérales naturelles. Tous les constats, je le dis aussi en introduction, je les partage. La réglementation n'est pas assez claire sur la microfiltration. La coordination des autorités compétentes mérite d'être améliorée. Les services en charge des contrôles sont, il faut l'avouer, sur le terrain, dans l'incapacité de déceler des pratiques frauduleuses. Dans tous les cas, elles l'étaient. Et enfin, les consommateurs n'ont pas été suffisamment informés. Toutes les recommandations, plus de contrôle, plus de coopération, meilleure information des autorités européennes, application du régime de sanctions strictes. Je le dis aussi en introduction, sans ambiguïté, je partage toutes les recommandations, celles de l'IGAS, celles de la Commission européenne et celles du Sénat. Et d'ailleurs, on travaille aujourd'hui pour mettre en œuvre l'ensemble de ces recommandations. Alors le travail, il n'est pas simple, le travail, il est en cours. On a des difficultés, des questions qui subsistent. Je le dis aussi sur le statut de la microfiltration et le seuil de la microfiltration. Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, sur le retrait des traitements interdits chez les deux exploitants, objet des signalements, oui, les actions sont achevées. Il y a eu des plans de transformation qui sont en cours et suivis par les ARS sur les sites concernés
notamment via de la surveillance renforcée. Enfin, et c'est un point important, si je me projette sur 2025 qu'on vient de commencer, on aura une action sur l'ensemble des sites d'exploitation en France. Je terminerai mon propos, si vous voulez, en faisant le sort de la microfiltration, et ensuite je répondrai bien évidemment à toutes vos questions. La microfiltration, pour dire les choses de manière très claire, dans les avis de l'ANSES de 2001, dans les avis de l'ANSES confirmés en 2023, il y a un seuil qui est défini, qui est effectivement 0,8 microns, et qui dit que sous 0,8 microns, c'est à l'exploitant de montrer que ça n'a pas de conséquences sur le microbisme de l'eau. Les Belges appellent ça sur la microflore, pour avoir relu l'avis des autorités belges tout à l'heure. Aujourd'hui, ma position en tant que directeur général de la santé, c'est effectivement que j'ai recommandé aux agences régionales de santé, à l'instar d'autres États membres, sur des courriers qui m'ont été adressés, donc ce ne sont pas des notes d'information, mais bien des courriers que j'ai portés aussi à la connaissance de votre commission dans les transmissions qu'on a faites, de ne pas descendre en dessous des 0,45. Et pourquoi sur le 0,45 ? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la Belgique ou l'Espagne, considèrent qu'en dessous de 0,45, ça modifie le microbisme de l'eau, et donc que ça peut avoir un pouvoir désinfectant. J'en veux pour preuve aussi que dans l'audit de la Commission européenne, dans les conclusions de l'audit de la Commission européenne, elle considère qu'à 0,2, il y a un pouvoir désinfectant. Donc aujourd'hui, sur la microfiltration n'est pas un traitement interdit, très clairement. Il y a des précisions qui doivent être apportées au niveau européen. Je l'ai dit, l'année 2025 sera une année chargée. D'abord avec un protocole pour coordonner les services DGCCRF, je suis désolé pour celles et ceux qui n'ont pas les abréviations, mais DGAL. Et non, mais on connaît. Vous, c'est sûr, c'était plus pour les gens qui nous écoutent. L'abréviation est toujours assez désagréable. Ensuite, il y aura une instruction aux agences régionales de santé qui reviendra, et je pourrai le préciser tout à l'heure, sur le cadre réglementaire, les conditions de la microfiltration et la manière d'auditer les sites, avec une demande qui sera faite d'auditer la totalité des sites sous 2 ans. Et voilà ce que je voulais vous préciser en introduction. Je terminerai juste mon propos introductif en disant que ce que révèlent les questions qui portent autour des eaux minérales naturelles, c'est finalement comment la raréfaction de la ressource en eau doit finalement modifier la trajectoire de ces sites-là. Je dis la trajectoire de ces sites-là parce que si on n'a pas une réflexion collective, que ce soit sur l'eau potable, l'eau du robinet, comme sur l'eau en bouteille, sur quel est le devenir de ces sources à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à un moment où à la fois on va beaucoup les exploiter et à un moment où le changement climatique va influencer ces sources, on passera à côté de la maîtrise des risques. Et le travail de la Direction générale de la santé, c'est s'assurer que tous les risques sont maîtrisés. Et je termine sur ce propos, sur les eaux minérales naturelles, où oui, je considère qu'il y a une maîtrise des risques. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Je vais laisser bien sûr la parole à Monsieur le rapporteur, mais j'avais une question à vous poser, Monsieur le Directeur général, pour que vous puissiez éclairer bien sûr nos collègues de la commission d'enquête. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre parcours professionnel entre la période 2020 et 2024, c'est-à-dire la période dans laquelle nous connaissons ces problématiques de filtration d'eau minérale en bouteille. Voilà, c'est pour éclairer nos collègues qui connaissent bien. Voilà. Alors je peux, mais faudrait que j'allume mon téléphone pour être sûr de ne pas me tromper sur les notes. En 2020... Parce que vous rappelez. Et puis si vous vous trompez, faites pas ça aussi. C'est pas du pénal, je vous rassure. Non, en 2020, non, mais en 2020, je suis à la fois conseiller sécurité sanitaire et santé publique, d'abord du professeur Agnès Buzyn, puis du ministre Olivier Véran, en charge notamment de la gestion de crise du Covid. Je passe au cabinet du Premier ministre Édouard Philippe comme conseiller santé. Je retourne, suite au départ de M. Édouard Philippe, Premier ministre, au cabinet d'Olivier Véran jusqu'à janvier 2021, où je suis en charge des questions de santé publique et santé environnement. Et j'en profite pour dire qu'à cette époque-là, je n'ai jamais entendu parler, en tant que conseiller santé environnement, de la question des eaux en bouteille. Les autres questions qu'il y avait sur les eaux, c'était notamment les eaux en vrac suite au vote de la loi AGEC, mais j'ai vérifié, la question des eaux en bouteille n'avait pas été abordée. J'ai rejoint le centre de crise du ministère de la Santé à l'été 2021 pour gérer le centre de crise au moment du Covid en Outre-mer. J'ai été nommé directeur général adjoint de la santé en février 2022 et j'ai été nommé directeur général de la santé en septembre 2023. Ça me paraît bon. Vous avez bonne mémoire, monsieur le directeur général. Je laisse toujours la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être ici devant nous, Monsieur le Directeur. D'abord, je veux quand même saluer une prise de conscience
qui est salutaire et nous voyons dans les documents que vous nous avez transmis que cette prise de conscience s'est quelque peu accélérée, emballée presque, j'ai envie de dire, depuis les révélations de presse, le rapport de ma collègue Madame Gull et depuis que cette commission d'enquête est installée. Et donc évidemment nous le saluons. J'aimerais revenir dans un premier temps sur les pratiques de microfiltration et revenir un petit peu sur le détail des événements successifs et ce que la DGS savait à chaque moment, parce que c'est un point important pour savoir comment le risque sanitaire a été maîtrisé tout au long du processus. Il y a un point sur lequel je suis parfaitement aligné avec vous, c'est que les pratiques frauduleuses des industriels étaient des pratiques qui visaient une désinfection et le maximum finalement d'efficacité dans la désinfection, puisque donc il y avait un problème sur la qualité de l'eau, et que cette désinfection aux lampes à UV, ce qui est utilisé pour l'eau du robinet, était mis en place. Mais ce qu'on apprend, c'est que lors de son entretien, et là je reviens sur la chronologie des faits, du 31 août 2021, au cabinet de la ministre de l'Industrie, Nestlé a fait part, du coup, en substitution, de sa volonté d'utiliser des dispositifs de filtration avec des seuils qui étaient inférieurs à 0,8 microns, ce qui était la norme. Et il le justifie par le fait que ces filtres avec des taux assez bas permettent d'assurer la sécurité sanitaire. Et ce qui me surprend et m'interpelle, c'est que, sauf erreur de ma part, mais j'aimerais être corrigé, à ce moment-là, il n'y a aucun élément, aucune preuve scientifique qui est apportée pour affirmer que la microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,8 ne peut à elle seule garantir la sécurité sanitaire. Il y a deux manières. Je vais répondre précisément à votre question, mais je veux dire par là, je veux dire par là pour aller au bout, pour bien que vous compreniez que à ce moment-là, vous n'êtes pas en situation de maîtrise du risque sanitaire puisque vous n'êtes pas informé. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas scientifique, mais la DGS à ce moment-là n'est pas informée du risque qu'elle fait encourir avec cet accord donné à Nestlé sur le risque sanitaire. Je réponds en 2 points, si vous me permettez. Sur la microfiltration, il y a un avis de l'AFSA de 2001, repris par l'ANSES en 2023, qui explique, je lis la conclusion de l'avis parce que c'est sans doute plus simple, qui effectivement dit que, premièrement, l'AFSA avait alors estimé que le dispositif de filtration tangentielle ayant un seuil de coupure à 0,8 peut être utilisé pour traiter l'eau de source et l'eau minérale naturelle avec l'objectif, je précise, c'est cette phrase-là qui est importante, de retenir des particules présentes naturellement dans l'eau de captage ou celles résultant d'un traitement d'oxydation de fer et manganèse dissous. Donc finalement que ça respectait le statut d'eau minérale naturelle et que ça filtrait exclusivement ces particules-là. L'avis de l'ANSES conclut en 2023, mais en repartant de l'avis de 2001, que les autorités disposent des moyens permettant d'encadrer l'utilisation des dispositifs de filtration tels que ceux identifiés. Donc, sur la microfiltration, je le redis de manière très explicite, pour moi, elle n'intervient pas en 2021 sur les processus de désinfection de l'eau. Ce n'est pas pour ça qu'elle est déployée par... Alors là, on a un sujet, puisque vous savez que l'eau est problématique, puisque les traitements lampes à UV et filtres à charbon sont utilisés, et que c'est bien en substitution et donc dans une logique de désinfection que cette microfiltration est utilisée. Sinon, l'eau a un problème. Donc est-ce que vous pouvez, sur ce point-là, parce que là pour le coup c'est vraiment très important, est-ce que vous pouvez sur ce point me dire si la DGS a des éléments qui lui prouvent qu'en basculant vers ce système de microfiltration, elle ne fait pas prendre un risque sanitaire plus grand? Oui, sans hésiter, au regard des mesures prises sur la qualité microbiologique de l'eau. Donc ça, pour le coup, les paramètres de la qualité microbiologique de l'eau met en évidence qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de bactéries. Les virus, sachant qu'on est les virus, ça sera sur le plan de surveillance renforcée en 2023. Donc on est en 2021 dans votre question. On est dans votre question en 2021. Oui, la surveillance, pour le coup, des paramètres microbiologiques. Ça, il y a une surveillance des paramètres microbiologiques qui est faite sur l'eau. Mais pas viraux. Alors, sur les paramètres virologiques. Non, la réponse sur le paramètre virologique, c'est surveillance renforcée proposée par l'ANSES en 2023. La réglementation européenne, par ailleurs, ne prévoit pas
la surveillance virologique des eaux minérales naturelles. C'est bien normal puisqu'elles sont préjugées à l'origine pure et qu'elles ne le sont plus. Donc on est bien entre 2021 et 2023 dans un trou qui est que la surveillance virologique n'a pas eu lieu et que vous avez présumé que les filtres suffisaient à faire le boulot. Et d'ailleurs l'ANSES, dans un avis du 16 décembre 2022 qui vous est adressé, vous met en garde puisqu'elle vous dit l'utilisation des membranes présentant une taille de pore de l'ordre de 1 sera inefficace vis-à-vis de la rétention des virus. Donc, de ce point de vue, me semble-t-il, et sauf si vous me donnez un élément contraire, à ce moment-là, nous sommes en défaillance sur le contrôle sanitaire de l'eau. Juste pour préciser, monsieur le rapporteur, pour que nos internautes comprennent, c'est que monsieur Emery, par rapport à la période que vous citez, n'était pas en fonction. Donc, quand vous parlez, c'est... Non, mais je préfère le dire parce que pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, là, vous citez la direction générale de l'IGAS. Vous n'êtes à aucun moment visé personnellement, monsieur le Président. C'est votre institution qui... On parle de l'IGAS. On parle de la DG Santé. On parle de la DG Santé. Je veux que soit clair par rapport aux internautes. Non, je le prends pas, genre, je rassure tout le monde, je ne le prends pas comme un sujet personnel. Mais je vais reformuler je pense... Il y a un sujet de formulation, mais je vais vous rejoindre sur le point. Pour réexpliquer, en 2021, l'eau minérale naturelle, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, on est dans une eau qui est censée être profonde, souterraine, dénuée de toute forme de pollution. Le seul traitement qui est autorisé, c'est des fils pour prendre les particules. C'est là où je ne suis pas totalement l'expert, mais de manganèse, des particules qui ne sont pas des particules biologiques. Ça, c'est le point important. Le deuxième point important, c'est que sur les eaux minérales naturelles, il n'y a pas de surveillance virologique, il y a des surveillances de certaines bactéries. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a des bactéries normales dans l'eau et il y a des bactéries qui sont liées à de la pollution de l'eau. Je le fais vraiment de manière très simple. Ça, c'est à la fois surveillé par l'exploitant, donc en l'espèce la société Nestlé, et par l'Agence régionale de santé dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau. Sur la surveillance virologique, oui, monsieur le rapporteur, vous avez raison. En 2021, 2022, 2023, il n'y a pas de surveillance virologique parce qu'il n'y a pas de raison, je le dis aussi, d'avoir une surveillance virologique. Par contre, au moment... Attendez, pardon, juste je m'arrête là-dessus. Parce qu'à ce moment-là, vous présumez que les solutions apportées par Nestlé couvrent le risque virologique. Sinon, vu que vous savez que l'eau s'est détériorée, que la qualité de l'eau n'est plus garantie, que la microfiltration n'est pas censée avoir un rôle de désaffection, vous devriez le mettre en place, puisque l'ANSES ensuite vous le propose. Et je reviens, pardon, excusez-moi, je me permets de citer un courrier, parce que vous disiez tout à l'heure, il n'était pas question de risque sanitaire à ce moment-là, etc. Je cite quand même votre prédécesseur, M. Salomon, dans un courrier sur lequel je reviendrai à la direction juridique de son ministère, et qui évoque la gravité des informations transmises, des enjeux politiques, économiques, juridiques et potentiellement sanitaires posés. Donc, la question sanitaire est pourtant présente dès le début et elle n'est pas traitée à ce moment-là. Réponds sur la première partie, je réponds sur cette deuxième-là. Sur la surveillance virologique, pour être vraiment explicite avec tout le monde, comme il y a des données sur les paramètres microbiologiques qui sont bons, c'est-à-dire qui ne mettent pas en évidence de bactéries qui ne devraient pas circuler, que les eaux minérales naturelles ne sont pas contaminées avec des virus. Je le redis pour que ça soit explicite, il n'y a pas de surveillance virologique. En 2021, en 2022, la surveillance virologique est mise en place en 2023 face effectivement à une sollicitation de la Direction générale de la santé qui demande à l'ANSES de se prononcer sur le plan de surveillance renforcée compte tenu de la dégradation de la source. Et aujourd'hui, il n'y a pas en 2023 de virus qui a été mis en évidence 2023, 2024, 2025 dans la source. Je me limite simplement aux faits. Après, vous avez raison, monsieur le rapporteur, 2021-2022, il n'y a pas de surveillance virologique. Par contre, moi, je ne ferai pas un lien en fait du fait que, comme il n'y a pas de surveillance virologique, il y a un risque immédiat pour la santé de nos concitoyens. Je n'ai pas évoqué un risque immédiat, j'ai évoqué un risque
plus fort et une maîtrise des risques défaillante. Vous avez raison sur la maîtrise des risques et c'est raison pour laquelle le plan de surveillance renforcée avec la surveillance virologique a été mis en place. Alors, pour revenir sur le courrier, la note de... Je vais y revenir après si vous me permettez parce que je suis désolé, il faut que j'avance sur un raison, mais je reviendrai dessus si vous le voulez bien dans quelques instants. De Jérôme Salomon. Oui, voilà, mais ce que je vais revenir en détail dessus, donc si vous permettez, je vais revenir dans un instant. Juste pour finir sur cette question de la microfiltration, on peut dire que donc à ce moment-là, au 31 août, vous êtes finalement un peu, voilà, vous n'avez pas la vision aussi claire que quelques mois plus tard, en juillet 2022, lorsque l'IGAS, là pour le coup, vient vous dire qu'il n'est pas prouvé que l'utilisation des filtres à 0,2 écarte tout risque virologique. Et donc, moi, ma question, c'est à partir de juillet 2022, vous nous dites que la surveillance renforcée ne démarre qu'en octobre 2023. Est-ce que, lorsque vous êtes destinataire de ce rapport de l'IGAS, vous passez des instructions aux ARS pour tirer les conséquences sur la question virologique ou plus exactement, pourquoi on attend 2023 et octobre 2023 pour tirer des conséquences de quelque chose qui est su avant même le rapport numéro 2 de l'ANSES, qui est su depuis l'IGAS en juillet 2022 ? Je formulerai la même réponse que précédemment parce que sur les eaux minérales naturelles, il n'y a pas lieu de mettre en place une surveillance virologique. Ce n'est pas le cas au niveau européen et ce n'est pas le cas au niveau national. Faut-il discuter au niveau européen de la pertinence de mettre en place une surveillance virologique au regard de la dégradation de certaines sources? Je l'ai dit aussi dans mon propos liminaire, je pense qu'il ne faut pas écarter la question. Monsieur Emery, votre mission d'inspection que vous avez vous-même commandée vous dit qu'il y a un risque virologique. Vous l'écrit. Pourquoi, à ce moment-là, vous ne prenez pas une décision ? Parce que l'idée du cadre européen, tout le monde a bien compris. En octobre 2023, il y a toujours un cadre européen et vous décidez de le faire parce que l'ANSES vous le dit. L'IGAS vous le dit. Pourquoi vous n'agissez pas à ce moment-là ? Deux éléments de réponse. Premièrement, parce que entre une préconisation d'un rapport d'inspection et la modalité de mise en œuvre, ça nécessite quand même, effectivement, et vous les avez auditionnés hier, de mobiliser de l'expertise scientifique, ANSES, LHN. Et que, effectivement, entre le moment où nous on prend connaissance du rapport de l'IGAS et le moment où le LHN donne les paramètres pour faire de la surveillance renforcée, il s'écoule le temps que vous avez cité, monsieur le rapporteur. Donc un an et quelques mois, jusqu'à de juillet 2022. Okay. Deuxième bloc, si vous me permettez, de questions sur, qui est une question qui est lancinante et qui traverse plusieurs services, qui n'est pas que pour la Direction générale de la santé, mais pour lequel la Direction générale de la santé a aussi eu à se prononcer. Lorsqu'elle prend connaissance des informations de Nestlé qui reconnaissent l'usage de traitements interdits, la direction, à votre connaissance, s'est posée, nous le savons d'ailleurs, la question de l'article 40 du Code de procédure pénale. Et par contre, ce qu'on ne savait pas, est-ce que la question s'est posée de l'arrêt de la production, du déclassement ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé chez vous sur ce point-là ? Juste une réponse. Il y a deux questions en une. Je réponds d'abord à la question 1 et ensuite à la question de l'article 40. Non, et c'est pour ça que j'ai relu en introduction le mail initiaux de mes services, mais qui sont, on va dire, confortés ensuite dans le fil de l'histoire. On considère, la Direction générale de la santé considère en 2020, je suis désolé, j'ai toujours un problème avec les dates, à l'initiation en 2022 comme en 2023, qu'on n'est pas face à un problème de santé publique, mais qu'on est face à un problème de fraude. Donc il n'y a pas de suspension de la source en dehors, encore une fois. Là, on parle vraiment de la microfiltration et des traitements interdits. Si les sources devaient être contaminées par de la microbiologie, ailleurs en France, elles auraient été suspendues. Je préfère avoir ce propos-là. Sur votre première question, monsieur le rapporteur, sur l'article 40, je l'ai dit en introduction, je suis médecin. Là, je vais me fier à l'avis de mes prédécesseurs. Nous avons sollicité la direction des affaires juridiques du ministère de la Santé qui a préconisé, et pour le coup, j'ai porté à la connaissance de la commission de l'analyse de la direction des affaires juridiques du ministère de la Santé, d'aller d'abord sur une inspection à la fois des deux ARS et une inspection de l'IGAS pour caractériser les faits. Ça venait dans la continuité du service national de contrôle. Et effectivement, à ce moment-là, de ne pas privilégier la voie du signalement de l'article 40. Et c'est la préconisation qui a été faite par la direction des affaires juridiques qui a été transmise telle que aux agences régionales de santé.
Oui, parce que je reprends pour que les choses soient bien claires. En fait, ce qui est étonnant dans cette affaire d'article 40, c'est qu'au départ, on sent que le directeur général de la santé, M. Salomon, lorsqu'il écrit à M. Tauboul, qui est le directeur juridique, le 13 octobre 2021, il lui dit, ce que je vous disais tout à l'heure, compte tenu de la gravité de ces éléments, des informations transmises, des enjeux politiques, économiques, juridiques, potentiellement sanitaires, la DGS envisage un signalement. Donc ça a été envisagé au procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale et une saisine de l'IGAS dans la perspective de vérifier l'absence de risques sanitaires, notamment par la réalisation d'inspections des usines de conditionnement concernées. Mais ce que vous dites très justement, en fait, on sent qu'il a été dissuadé finalement par l'avis de ces affaires juridiques. Donc la direction des affaires juridiques du ministère de la Santé. Est-ce qu'il y a eu des échanges avec le cabinet à ce moment-là sur l'article 40 ? Vous y étiez, je crois, finalement, au cabinet à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance d'échanges. Vous n'étiez pas au cabinet ? Je n'étais pas au cabinet à ce moment-là. Excusez-moi. Et donc, finalement, ce qu'on apprend dans un autre courriel que vous nous avez transmis, 14 octobre, donc le lendemain, donc ça a été assez rapide, finalement, entre la saisine, la DAGE a fait une analyse juridique en express, on va dire, ce qui est très appréciable parce que j'ai travaillé moi aussi en administration. Il est très rare que la DAGE rende un avis juridique en une journée, mais c'est une bonne chose. Il a été décidé de ne pas faire de signalement au procureur pour le moment. Cela pourrait être fait sur la mission de l'IGAS, mais en évidence des pratiques non autorisées. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes au courant de pratiques non autorisées et la recommandation de votre direction des affaires juridiques, c'est de dire attendons qu'il y ait d'autres pratiques non autorisées pour en faire état. Donc vous voyez, il y a une petite surprise dans ce fonctionnement, puisque vous avez déjà des faits sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire l'article 40, et il en faudrait d'autres pour le déclencher. Voilà, j'aimerais juste comprendre pourquoi, parce que la logique de l'article 40, c'est qu'elle s'applique à tout agent public qui, dans l'exercice de ses fonctions, je rappelle pour ceux qui peut-être nous écoutent sur ce sujet-là, ont connaissance de faits pénaux et qui doivent à ce moment-là ont devoir d'en informer le procureur de la République. Je vais répondre de manière très précise en confirmant et en précisant certains points. Oui, la Direction générale de la santé a envisagé une saisine du procureur de la République au titre de l'article 40 du CPP. Pour ce faire, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, elle a saisi le 13 octobre 2021 la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux, qui est au sein de notre organisation la structure de conseil juridique, qui a conseillé, et c'est ça le point où je vais venir sur la précision, c'est que la fraude reconnue par Nestlé Water sur UV et charbon n'était pas du domaine de la santé publique, mais du domaine de la tromperie du consommateur, compétence directe du ministère chargé de l'économie. Et c'est aussi sur cette base-là, c'est considérant qu'il n'y a pas de fait caractérisé côté santé publique, mais qu'on est face à une fraude, qu'elle déroule le raisonnement que vous avez cité, à savoir le lancement d'une mission IGAS couplée à des inspections administratives des agences régionales de santé qui, je le dis aussi, c'est pour ça que je me suis permis de rappeler que la mission, elle était IGAS et ARS, si elles avaient observé un risque pour la santé lors des inspections avec l'inspection générale des affaires sociales, auraient pu prendre les mesures habituelles de suspension des sources s'il y avait eu un danger pour la santé publique. D'accord, juste j'attire votre attention sur un point qui me semble important et qui est une confusion que nous rencontrons avec cette commission de manière assez régulière, c'est que l'article 40 ne s'applique pas à des fonctionnaires dans l'exercice de leurs compétences. On nous renvoie à chaque fois, on renvoie à chaque fois au fait que c'était pas ma compétence, c'était celle de mon voisin, pas ce service mais l'autre, mais dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, lorsque vous rencontrez, et que la DGS, pas vous, M. Emery, encore une fois, qui êtes visé par cette affaire, mais lorsque vous rencontrez évidemment des faits pénaux, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans le champ de vos fonctions qu'il ne faut pas appliquer cet article qui a volontairement une portée générale et forte. Ça, c'est une remarque, je ne t'appelle pas forcément de question, mais vous pouvez bien sûr répondre. Mais un point qui, pour moi, est important, c'est qui, ultimement, a pris cette décision ? Les ministres ont-ils été consultés, informés ? Ont-ils eu le dernier mot sur la discussion de l'article 40 ? J'imagine qu'ils ont été informés de la situation, je l'espère. Et donc, pouvez-vous nous dire comment cette décision s'est nouée ? Qui a pris la décision finale de ne pas recourir à l'article 40 pour le ministère de la Santé et la Direction générale de la Santé ? Je vais répondre à cette deuxième partie, mais je vais répondre sur la première partie. Sur le fait de qui
Alors, je le redis, je ne suis pas juriste. Je prends mes conseils auprès de la direction des affaires juridiques et j'applique les orientations de la direction des affaires juridiques. C'est une base dans mon quotidien. Je vais vous donner un autre exemple que je traite aujourd'hui, parce qu'on m'a posé la question d'un article 40 dans un autre dossier qui n'a strictement rien à voir avec le dossier qu'on traite aujourd'hui. C'est sur une information de savoir si c'est à nous ou si c'est à l'ARS sur un dossier de faire un article 40. La position constante du ministère, je le dis aussi, mais peut-être que monsieur le rapporteur, on profitera de cette commission d'enquête pour préciser la doctrine du ministère, c'est effectivement que l'article 40 se fait au niveau de proximité, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de la caractérisation des faits, pour effectivement que, en cas ensuite de saisine du procureur et d'initiation d'une enquête, les faits puissent être le plus possible caractérisés. Donc là, en l'espèce, c'est les deux ARS qui étaient compétentes, qui ont été considérées comme étant le niveau, excusez-moi, j'enlève le mot compétence, pour faire le signalement article 40. Et d'ailleurs, vous auditionnerez très prochainement, je pense, les deux ARS. Une ARS a fait un signalement article 40, une autre ARS n'a pas fait de signalement article 40, considérant que, et ça vous interrogerez l'ARS Occitanie, que les mesures avaient été prises et qu'elles ne prospéraient pas. Ça, c'est sur le point. Sur le deuxième point qui a pris la décision, je le redis, les agences régionales de santé sont des établissements, qu'on le veuille ou non, publics autonomes. Il revient au directeur général à la fin de choisir si oui ou non il prend ou pas s'il fait ou pas un article 40. Ce que je peux dire, c'est que la consigne qui a été transmise par la Direction générale de la santé, donc ce que je représente aujourd'hui, était bien effectivement de ne pas avoir recours à l'article 40. Qui au sein du ministère a pris cette décision? Je le redis, il y a un avis de la direction des affaires juridiques. La direction générale de la santé a appliqué l'avis de la direction juridique selon les informations. Je n'étais pas en poste à cette fonction-là, donc j'ai relu la totalité du dossier entre 2021 et aujourd'hui. Les éléments qui sont portés à ma connaissance, qui sont les mêmes que j'ai portés à la connaissance de la commission dans le cadre de l'envoi des documents, m'amènent à faire cette conclusion-là. Je ne peux pas aller plus loin que ça parce que je n'ai pas d'autres éléments qui me laisseraient à penser que ce n'est pas le cas. D'accord. Et comment vous expliquez alors que les ARS se comportent différemment? C'est-à-dire que vous avez du côté du Grand Est un article 40 qui est réalisé en vous informant, je crois, avec des échanges qui ont lieu, et que du côté Occitanie, on se retrouve dans une autre configuration. Deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse qui était dans mon propos liminaire, qui est que sur la question de manière générale de la surveillance des eaux minérales naturelles, la coordination au regard du taux élevé de conformité n'était pas mise en place. Donc ça, je le dis de manière très explicite. Aujourd'hui, si vous me posiez la même question, est-ce que des ARS seraient amenés à prendre des positions différentes? J'espère qu'au regard du travail qui est mené, la réponse serait non. Après, deuxième manière de répondre à votre question, je l'ai redit, ce sont des établissements publics autonomes. Il revient au directeur ou à la directrice générale d'apprécier la situation et ensuite de faire les signalements en fonction de son appréciation de la situation. D'accord. Excusez-moi, j'ai été distrait sur une partie de la question que je vous ai posée. Peut-être, je vous prie de m'excuser, c'est le cas. Sur les allers-retours avec les ministres. Est-ce que vous avez répondu ou pas? Moi, j'ai répondu, mais j'ai répondu. Vous avez répondu que vous ne saviez pas, c'est ça? Non, j'ai pas dit que je ne savais pas. J'ai été plus précis que. Excusez-moi, j'ai été distrait. J'ai été plus précis que je ne savais pas. J'ai dit On était deux discrets. Reprécisez votre. Je vous en prie. J'ai dit j'ai relu la totalité du dossier qui a été transmis à votre commission, qui est le dossier qui est aujourd'hui au sein de la Direction générale de la santé. Dans la totalité de ce dossier-là. Aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments qui me laissent à penser que la Direction générale de la santé ne s'est pas basée sur un avis de la direction juridique, elle ne l'a pas transmis aux ARS. Autrement dit, est-ce qu'il y a eu des échanges avec les ministres et les cabinets des ministres? Moi, j'ai dans mon dossier, et comme je n'étais pas là, je suis obligé de me fier aux éléments de mon dossier. Je n'ai pas d'autres éléments qui me laissent à penser que la vérité que je vous relate là n'est pas celle-ci. D'accord. Après, donc ce que vous nous dites, vous nous renvoyez finalement vers les ministres en question pour savoir ce qu'il en est et leur cabinet, si je comprends bien. Et ça, vous, de votre expérience, que vous êtes quelqu'un de très expérimenté, on l'a vu tout à l'heure, il peut arriver que sur une décision comme ça vous semble cohérent sur quelque chose qui soit si engageant quand même, sur un scandale qui depuis ne fait que rebondir, il n'en est pas été référé et discuté avec le ministre de votre expérience?
Sur question d'opinion, hein, vraiment. Oui, non, mais je vais répondre avec possible. mon expérience sur précisément, en fait, je vais reformuler pour caractériser les propos. Sur le dossier Nestlé Water, il y a eu des échanges avec les ministres, bien évidemment, dans la mesure où il y a eu une saisine de l'IGAS. Donc, pour le coup, les saisines de l'IGAS est signée par les ministres. Donc, les ministres sont informés du déroulé des faits et les ministres valident la saisine de l'IGAS. Sur le choix, par contre, de recourir ou non à un article 40, de mon expérience, les ministres s'appuient sur les avis des directions des affaires juridiques, de mon expérience. Et d'ailleurs, la direction des affaires juridiques des ministères, à ce même moment-là, travaille énormément en proximité avec les ministres parce qu'on est dans la crise du Covid et qu'il y a énormément d'arrêtés qui sont pris pour protéger la population. Et donc, ça ne me paraît pas anormal qu'un cabinet du ministre suive un avis de la direction juridique ou même que sur un signalement article 40, ça ne remonte pas au niveau de l'autorité politique. Oui, là-dessus, Très bien. Merci de en reprécisant, monsieur le rapporteur, que pour les informations que moi j'ai dans mon dossier, et comme je suis sous serment, je ne peux m'engager que sur ce que j'ai lu ou que j'ai pris à ma connaissance. C'est entendu. C'est entendu. Et si d'autres informations qui Voilà. ne sont pas dans le dossier sont portées à notre connaissance, Exactement. ça ne voudra pas dire que vous serez parjuré de quelconque manière. Très bien. Une mission, alors peut-être pour poursuivre le déroulé, parce que le déroulé évidemment de tous ces faits est finalement assez long. Lorsque la mission IGAS est diligentée, à quel point vous êtes associé à la définition, à la conduite de la mission, à sa restitution? Et peut-être quelque chose qui nous a surpris, nous, dans la manière dont les choses ont été conduites, pourquoi avoir délibérément omis de signaler aux ARS chargés du contrôle des sites les pratiques frauduleuses qui étaient constatées à ce moment-là? Parce qu'on sait que c'est en plus des endroits... Enfin, on a compris que c'était très dissimulé, très complexe à atteindre. Donc pourquoi avoir fait ce choix d'omettre pour les ARS? Merci. J'ai lu cette question dans le questionnaire qui m'a été adressé. J'ai essayé de construire la réponse. Premièrement, comme on est sur un fait passé, c'est pour ça que je dis construire la réponse, c'est pas construire une histoire, c'est construire la réponse. Premièrement, je l'ai dit, l'inspection générale des affaires sociales a fait des inspections conjointes avec les inspecteurs des agences régionales de santé. Donc les ARS ont été associés à toutes les étapes de l'inspection et les contrôles de sites se sont faits avec les inspecteurs des agences régionales de santé. Ensuite, au niveau local, comme il y avait déjà eu des éléments portés à la connaissance de ma compréhension du service national d'enquête au niveau de la DGCCRF, ces éléments-là ont dû être portés, mais moi je ne les ai pas aux côtés de Direction Générale de la Santé, qui est une administration centrale. Moi je n'avais pas ces éléments-là à communiquer aux ARS. Voilà. Vous voulez que je reprécise ma réponse? S'il vous plaît. Oui. J'ai reformulé ma réponse sur les pratiques frauduleuses, dans la mesure où elles n'avaient pas été caractérisées, mais on est bien sur on parle là de Nestlé, sur les pratiques frauduleuses de Nestlé, informées auprès du ministère de la Consommation. Ça n'avait pas été documenté par un service de contrôle. Par contre, dans la lettre IGAS, dans la lettre de mission des ministres, il est explicité le contexte dans lequel s'inscrit cette mission IGAS. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Un élément de surprise dans, disons, la manière dont les choses se sont déroulées, que je vous partage et sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, et qui renvoie en fait à cette question de la modification du microbisme de l'eau. Hier, nous avons auditionné des laboratoires. Et ces laboratoires nous disent qu'il est finalement assez simple de faire une analyse avant-après, toute bête, avant le filtre, après le filtre. À ma connaissance, ce travail n'a pas été conduit, ou en tout cas, on n'a pas retrouvé au dossier d'éléments qui nous permettent de dire que, d'une manière ou d'une autre, vous avez diligenté cet avant-après pour vous faire finalement une réponse définitive sur le caractère modifiant ou pas de la microfiltration. Et donc, on aimerait comprendre pourquoi ce mécanisme si simple n'a pas été utilisé et qu'on en est resté à cette situation extrêmement complexe de 300, je ne sais plus exactement combien le nombre exact, je crois que c'est 269 arrêtés, mais on reviendra sur la complexité réglementaire et ce que vous proposez, parce que vous avez évoqué le fait que vous êtes en train de modifier un certain nombre de choses, donc on va revenir dessus. Mais voilà, d'abord, pourquoi finalement on n'en est pas revenu à
la validation de cet avant-après pour juger du microbisme de l'eau. Ça, je pense que c'est vraiment, en toute sincérité, une question d'expert. C'est-à-dire, le avant-après, dit autrement, si il était simple de qualifier le microbisme de l'eau, donc pour celles et ceux qui sont moins experts du microbisme de l'eau, c'est effectivement pas je le dis avec mes mots, même si Mathilde est beaucoup plus spécialiste que moi, mais le microbisme de l'eau, c'est ce qui va distinguer, ce que j'ai dit tout à l'heure, la bactérie qui est normale dans la flore biologique de la bactérie qui est anormale. Sur la première, le filtre ne modifie pas le microbisme de l'eau. Sur la deuxième, la microfiltration va retenir les bactéries. Et ça, c'est une modification réelle du microbisme de l'eau qui témoigne d'une impureté de la source. Le avant-après, c'est-à-dire au plan de captage, avant le filtre ou après le filtre, deux éléments de réponse. Premièrement, il n'y a pas aujourd'hui d'avis d'experts qui nous dit qu'il faudrait procéder de la sorte, mais je ne vais pas me débiner vis-à-vis de... C'est dans l'avis de l'ANSES. De l'expert. Oui, récent, mais vous parliez pour le coup sur l'époque 2021-2022 au moment de l'inspection IGAS, et deuxièmement, au moment des inspections ARS, pour avoir échangé avec les ARS, certaines ARS expliquent très clairement que... quand elles ont fait les contrôles au moment, là je parle bien de l'inspection IGAS et des ARS, en fait certaines ne savaient pas où était la filtration ou la microfiltration. Donc le avant-après, il est très simple, quand on sait qu'il y a un filtre, on prend avant le filtre et après le filtre, mais pour certaines, en fait, elles prenaient l'eau qui était présentée par l'industriel. Oui, mais si vous voulez, les services publics, l'État, accompagnent un plan de transformation dont la régularité vis-à-vis du droit de l'Union européenne est discutée, à tel point que les autorités françaises ne transmettent pas à l'Union européenne. L'Union européenne, dans un rapport d'audit, nous dit à quel point le mécanisme a été défaillant. Je ne comprends pas qu'on n'en revienne pas à des choses finalement assez simples pour ramener ça. Et par ailleurs, je ne suis pas non plus sachant, je ne m'appuie que sur ce qui m'a été dit hier par les laboratoires que nous avons consultés. Moi, je ne suis pas en train de... Donc, c'est eux qui nous ont fait état de ce point-là. Mais juste pour avancer dans la discussion, donc, le rapport IGAS recense, si vous voulez redire un mot, vous pourrez. Le rapport IGAS recense que 30% des arrêtés, 269 arrêtés ministériels ou préfectoraux qu'elle a étudiés, sont imprécis, notamment sur les procédés de traitement autorisés. Quelles sont les instructions nationales, vous avez commencé à l'évoquer, mais j'aimerais que vous alliez au bout, afin d'uniformiser ces arrêtés préfectoraux? Peut-être, juste je reprécise pour être totalement très clair, sur le avant-après, dans le cadre du plan de surveillance renforcé, il est mis en place. Il est prévu et mis en place. C'est ce qui différencie les prélèvements au point de captage de les prélèvements, on appelle ça dans l'eau conditionnée, pardon, excusez-moi, comme ça je suis. Donc ça, dans les plans de surveillance renforcés, qui sont sur les deux sites, ça c'est mis en place. D'accord. Et donc s'il est mis en place, on sait aujourd'hui, est-ce qu'il y a, donc je pose la question chez les industriels qui nous concernent, est-ce qu'il y a une modification du microbisme de l'eau qui fait qu'ils ne répondent plus à la définition d'une eau minérale naturelle? Alors, à votre connaissance. Ce qui est disponible en termes de résultats d'analyse, c'est les taux de conformité des prélèvements et les taux de conformité des analyses. C'est un autre sujet. Oui, tout à fait. C'est un autre sujet. Voilà. Après, sur le microbisme... Ça ne renvoie pas à la définition de l'eau minérale naturelle. Tout à fait. Non, mais là, je parlais vraiment sur on va dire sur le risque pour la santé publique. Sur le microbisme de l'eau, encore une fois, je le redis les propos que j'ai dit en introduction, jusqu'à 0,2, à 0,2, on considère qu'il y a une modification du microbisme de l'eau. À 0,45, les autorités espagnoles, les autorités belges considèrent que c'est le seuil minimal, sinon quoi, il y a une modification du microbisme de l'eau. L'ANSES, dans son avis réitéré en 2023, considérait qu'on pouvait utiliser des seuils jusqu'à inférieurs à 0,8 si les industriels montraient qu'il n'y avait pas de modification du microbisme de l'eau. Et donc, pour répondre à votre question, c'est aux industriels de démontrer qu'il n'y a pas de modification du microbisme de l'eau. Oui, mais si vous avez l'avant-après, vous le savez en fait. Donc, si c'est mis en place, vous le savez. Et par ailleurs, juste une surprise que je partage avec vous. Vous vous référez uniquement pour définir le seuil à deux États membres.
Il n'y a pas d'analyse. Enfin, si vous vous fiez à votre autorité sanitaire, ce n'est pas ce qu'elle vous dit. Et en fait, vous ne vous appuyez que sur du droit comparé, avec l'impression que, je vous dis, mais à vérifier aussi sur ce qui existe dans tous les États membres, que vous prenez le moins-disant européen comme référence, mais sans avoir d'analyse, disons, réelle de la situation sur les effets de la microfiltration. Alors qu'il semblerait simple d'avoir un avis définitif pour savoir si on est sur de l'eau minérale ou sur de l'eau de boisson. 2 éléments de réponse, pareil, sur pourquoi je prends l'Espagne. D'abord, je me réfère quand même, ce n'est pas un choix arbitraire, hein, dans son courrier à la Direction générale de la santé du 13 janvier 2023, l'ANSES fait bien référence au 04, qui est, genre, pour le coup, pour tout le monde, on est sur page 6 du document. Situation en Espagne, après une recherche complémentaire, l'ANSES a identifié un document datant de 2009 qui émane de l'agence homologue de l'ANSES. Ce document indique qu'en conclusion de la filtration avec un seuil de coupure inférieur à 0,4 microns ne peut avoir d'autre but que la désaffection de l'EMN. Il n'y a pas de référence scientifique dans le document qui justifie le seuil de référence. Donc, quand même, côté Direction générale de la santé, pour définir ce seuil de 0,4 ou ce 0,45, on prend référence à un courrier qui est celui de l'ANSES. Sur la deuxième partie, qui est, il serait très simple d'avoir une législation harmonisée. La Direction générale de la santé, lors de l'audit inopiné de la Commission en 2024, à 2 reprises, a effectivement indiqué à la Commission européenne, et c'est dans ce qu'on appelle le CPVADA, qui est une commission sur laquelle la Direction générale de la santé a pris la parole. Et pour être très clair, lors de cette prise de parole, la Direction générale de la santé, et je vais vous lire, hop, je vais juste le reprendre ici, donc c'est les instructions qui datent du 8 novembre, alors là c'est celle du 8 novembre 2024, mais on a d'abord fait cette prise de parole le 30 avril. Les autorités, je cite, les autorités françaises ont bien noté que la conclusion de son rapport, la Commission européenne estime que l'utilisation de la microfiltration avec les filtres dont la taille des pores peut être inférieure ou égale à 0,2 n'est pas conforme à la directive, je ne la cite pas, mais on voit de quelle directive on parle, parce qu'une modification du microdisme naturel de l'eau naturelle ne peut être exclue à cette taille de pore. Plusieurs paragraphes plus loin, les autorités françaises considèrent en revanche, à l'instar d'autres États membres, qu'un seuil de coupure inférieur à 0,45 microns n'est pas tolérable une modification du microbisme ne pouvant être exclue à cette taille de pore. Donc là, on est sur l'inférieur à 0,45. Elle souhaite partager cette position avec les autres États membres et connaître celle de la Commission européenne. Donc sur le fait, est-ce que la Direction générale de la santé, dans ses prises de parole, dans les instances européennes, dans les suites de l'audit, a appelé à une clarification de la réglementation européenne? La réponse est oui. Et aujourd'hui, je n'ai pas cette clarification-là. D'accord. Question sur la manière dont vous avez procédé pour ce nouvel étalonnage, 0,8, entre 0,8 et 0,45, possibilité de faire la démonstration que. Lorsque ont été validés les seuils de 0,2 microns, c'était dans le cadre d'une, je dis toujours RIM, mais c'est pas RIM le mot qu'il faut utiliser, d'une CID, d'une concertation interministérielle avec le cabinet de la Première ministre. Est-ce que, d'une manière parallèle, avec un parallélisme des formes, là tout d'un coup c'est la DGS qui elle seule a pris la décision, ou est-ce que de la même manière il y a une CID qui a eu lieu pour mettre en place tout cela? Juste, monsieur le rapporteur, je crois que vous avez dit 0,2 et la CID c'est bien 0,8. Hein. Ah non, la CID autorise justement à descendre. C'est bien ça, excusez-moi. C'est le cœur du problème, monsieur Emery. C'est justement. C'est juste que j'ai pas. C'est pour ça que nous avons un problème dans la défaillance des autorités politiques et administratives sur le sujet. C'est justement que la CID vient donner un référentiel qui est contraire au droit de l'Union, comme vous venez de le signaler. Donc non, la CID justement c'est jusqu'à 0,2. Pardon, excusez-moi. Mais je vous en prie. C'est compliqué. Non, c'est juste que je n'avais pas le bon document sous les yeux. Sur le 0,45, c'est une décision de la Direction générale de la santé, donc qui n'est pas communiquée à toutes les agences régionales de santé. Hein. J'ai porté aussi à la connaissance de votre commission les 2 courriers. J'ai un courrier du... comme ça, je ne me trompe pas dans les dates, pardon. Je reformule la question. Est-ce qu'il y a eu une non, est-ce que le cabinet du Premier ministre a été à nouveau saisi ou non sur cette affaire-là? La réponse est non, parce que c'est des réponses à 2... la réponse est non. Donc, dans un cas, il y a eu un arbitrage politique. Dans un cas, c'est la question du respect de la réglementation. Enfin, j'essaie de résumer les choses le plus simplement. Et le ministère de la Santé qui prévaut.
quelque part. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais du coup, le ministère de la Santé ne s'est pas dit il faut que j'aille faire des arbitrages avec d'autres. Je prends ma décision seule en tant que DG Santé sur le sujet, j'imagine quand même après consultation du ministre de la Santé. Alors, je n'ai pas saisi. Là, je peux parler avec le jeu parce que je suis en fonction. Je n'ai pas saisi sur la réponse à mes courriers ma ministre de l'époque, considérant que je n'étais, que je ne suis dans ces 2 courriers que et ce n'est pas une critique, mais une interprétation de la situation. C'est-à-dire, effectivement, ce que je réponds dans les 2 courriers, que ce soit à l'Occitanie ou à Grand Est, c'est que les autorités belges et les autorités espagnoles considèrent qu'à 0,45, qu'il y a une modification du microbisme de l'eau. J'ai 2 missions en tant que directeur d'administration centrale. En tant que DGS, j'ai bien évidemment la sécurité sanitaire des Français. En tant que directeur d'administration centrale, j'ai aussi la prévention de toute forme de contentieux européen. Pourquoi ce n'est pas la même décision que sur la CID de l'année d'avant? Parce qu'il y a eu un audit de la Commission, qu'on a les conclusions de cet audit. J'ai relu en introduction, mais je peux relire quelle est la conclusion sur le 0,2. Et donc, effectivement, je rappelle dans les courriers que le 0,2, la Commission considère qu'elle n'est pas conforme à la réglementation parce qu'à 0,2, ça a un pouvoir désinfectant, que d'autres États membres considèrent qu'à 0,45, ça ne modifie en dessous de 0,45 qu'au-dessus de 0,45, ça ne modifie pas le microbisme de l'eau. Et donc, je conseille effectivement aux 2 ARS de ne pas descendre à des microfiltrations qui sont inférieures à 0,45. Juste un arrêt technique, il faut qu'on change de président parce que je dois aller déposer un amendement au nom de la Commission des affaires sociales en quelque sorte. Donc, je vais demander à ma collègue, c'est merveilleux de souffler, de boire un coup, monsieur le directeur. Il y a de l'eau, qui n'est pas de l'eau minérale. Donc, je donne à Anne Ventalon de bien vouloir me remplacer en la remerciant. Je veux bien, s'il vous plaît. Donc, votre décision qui va à l'encontre du précédent arbitrage interministériel, elle est prise. Et moi, j'aimerais aussi que vous nous donniez votre sentiment sur cet arbitrage interministériel, si je puis me permettre, puisque quelle est la donnée de cet arbitrage? Cet arbitrage, il est pris en dépit. C'est bon, vous êtes avec moi ou pas encore? J'attendais. Oui, je suis avec vous, mais on va juste vérifier post-audition, si vous voulez bien, vraiment sur le 0,8 ou le 0,2 de la concertation interministérielle de la CID, parce qu'effectivement, dans les documents que j'ai, mais c'est pour ça que pour ne pas corriger mon propos, j'ai bien dans ce document-là la phrase suivante. C'est le point 2 de la CID. En réponse aux demandes de l'industriel et les interrogations des autorités préfectorales et de l'ARS et au regard d'une part des autres autorisations déjà accordées en France et d'autre part de l'absence de normes empêchant ce niveau de filtration, confirme la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de microfiltration inférieure à 0,8. Oui, donc sous 0,8. Sous 0,8, voilà, oui, sous 0,8. Mais pas inférieur à 0,2. C'est juste... Ah oui, bien sûr. Alors, pardon, dans ce cas-là, c'est un problème de clarté peut-être là-bas. Moi, ce que je voulais dire, c'est en effet qu'on s'affranchissait, si vous voulez, dans cette CID, on s'affranchit de l'avis de l'ANSES, avis réitéré quelques semaines avant, qui maintient le 0,8 et là qui écoutez, en tout cas le directeur de l'ANSES nous dit pour sa part qu'il n'a jamais considéré que en dessous de 0,8 il n'a jamais donné d'avis. Il disait que le dossier n'était pas constitué, qu'il ne pouvait pas répondre à cette question et il a rappelé son avis historique sur le 0,8 mg. Juste pour revenir sur votre nouvelle réglementation qui est intéressante en effet, où vous évoquez les instructions que vous avez données, 0,8 entre 0,45 et 0,8. Aujourd'hui, donc vous avez interdit la pratique, vous avez en tout cas donné l'instruction d'interdire la pratique du 0,2 au préfet. Est-ce que parce que vous me dites non en même temps, non? Non, là pour le coup tous les mots comptent. Oui. J'ai répondu à des courriers de 2 directrices et directeurs généraux d'ARS qui me demandaient effectivement quel était le seuil, côté Direction générale de la santé, que je pensais bon d'appliquer au regard de l'audit de la Commission européenne et au regard de l'évolution des derniers mois. Et alors pourquoi vous n'avez pas fait une instruction générale? Alors l'instruction générale, je l'ai annoncé en début, ça serait une instruction 2025. Pourquoi je n'ai pas fait d'instruction jusqu'alors? Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2024? L'année 2024, un audit de la Commission européenne. Faire une instruction alors qu'un audit est en cours serait daté. Une mission d'information du Sénat. Si j'avais fait une instruction en pleine mission d'information, on m'aurait dit que je ne tire pas les conséquences de la mission d'information du Sénat et vous auriez eu raison.
depuis, effectivement, et je ne suis pas du tout en train de dire autre chose, il y a une commission d'enquête. Et donc, de la même manière, donc il y a une commission d'enquête. Et le dernier point, et c'est pour ça que j'ai cité la parole des autorités françaises en novembre, je pense que le point important est de savoir si oui ou non, nous allons avoir une clarification au niveau européen du statut de la microfiltration 1, d'autres paramètres quand même, qu'on n'a pas discuté, mais sur la pureté originelle de l'eau, il faudra le préciser. Et 3, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la place ou non d'une surveillance virologique. Je pense que c'est les 3 points qu'il faut qu'on discute à l'Europe. Pourquoi il faut les discuter à l'Europe? Je le dis aussi, au quotidien, on nous explique, et c'est normal qu'il ne faut pas faire de surtransposition, qu'il ne faut pas aller plus loin que les normes européennes. Là, on est dans un exemple où effectivement la norme européenne ou le cadre réglementaire européen mérite d'être précisé. C'est sous ces éléments-là que je pense qu'il y a un intérêt d'avoir une instruction. Là, je considère aujourd'hui que plus on avance, plus effectivement on s'écarte d'une forme de précision au niveau européen. Et donc oui, il y aura une instruction en 2025. Elle sera discutée avec les autorités politiques, donc avec les ministres. Elle sera discutée aussi, et sans doute, en interministériel, parce qu'elle va préciser les modalités de contrôle et de répartition, notamment sur le terrain de la répartition entre l'Agence régionale de santé et la DDPP. Et c'est dans ce texte-là que viendra véritablement la décision de créer une précision sur le cadre réglementaire. Après, une instruction du directeur général de la santé n'a pas valeur de décret ou n'a pas valeur de loi. Mais encore une fois, j'explique pourquoi en 2024, on n'a pas eu cette instruction. La réponse au courrier, c'est une réponse au DG d'ARS Occitanie, à la DG d'ARS Grand Est, qui lui donne une orientation de ce que devra être l'instruction de demain, mais l'instruction n'est pas parue aujourd'hui. Et je peux tenir à la disposition de la commission ou vous lire, si vous le souhaitez, le squelette ou les chapitres qui seront abordés dans cette instruction. D'accord, très bien. 2 questions pour rester sur ce sujet. Est-ce que à votre connaissance, sur les analyses qui vous sont remontées de la part des industriels via les ARS, vu qu'il y a la surveillance renforcée et que l'avant-après est réalisé, à votre connaissance, entre 0,45 et 0,8, est-ce que vous notez une modification du biologisme de l'eau sur les différents sites industriels, ou est-ce que la démonstration a été faite qu'il n'y a pas de modification du microbiologisme de l'eau? Autrement dit, est-ce que l'affaire qui nous occupe depuis 4 ans a trouvé une réponse, ou est-ce que nous n'y sommes pas? La seule réponse que je peux vous apporter, c'est la réponse de l'ANSES sur le 0,2. D'accord? Donc sur le 0,45-0,8, vous ne savez pas me dire si aujourd'hui il y a une modification du microbiologisme de l'eau après toutes ces années, parce que c'est le cœur de votre instruction aussi. Effectivement, mais là c'est une vraie question. C'est pour ça que je me remets sur les avis d'experts, c'est-à-dire que l'ANSES nous dit bien que l'eau brute d'un des captages, donc c'est sur sa réponse de 2023, présente une contamination en bactéries coliformes et en entérocoques, laquelle n'apparaît plus après une microfiltration à 0,2, ce qui constitue une action assimilable à une désinfection. Donc là, il y a effectivement une forme de modification du microbisme de l'eau. J'ai cité les 2 autorités espagnoles et belges qui considèrent que en dessous de 0,45, il y a une modification du microbisme de l'eau. Et donc, on a pris ce seuil. Après, encore une fois, dès lors qu'on est inférieur à 0,8, et c'est la conclusion de la concertation interministérielle, c'est à l'industriel de montrer qu'il n'y a pas de modification du microbisme de l'eau. Très bien. Ok, très bien. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la réponse sur chaque industriel. Voilà. Et vous n'êtes pas en situation de dire quel industriel est dans les clous, n'est pas dans les clous, pour ceux qui utilisent des filtres inférieurs à 0,8. On est bien d'accord? Sur le microbisme de l'eau. Sur le microbisme de l'eau. Juste pour prolonger ce sujet, donc vous écrivez par courrier, je crois que c'est le 28 novembre, si je ne fais pas d'erreur, 2024, vous avez transmis à l'ARS Occitanie une lettre par laquelle vous écartez donc cette possibilité à moins de 0,45. En tout cas, vous répondez à ça. Vous exigez pour la microfiltration à moins de 0,8 que l'exploitation fasse la preuve, ce qu'on vient de se dire. Et ce qui nous a surpris, nous, dans la documentation qui nous a été transmise, c'est qu'il semble que le préfet du Gard ait contesté votre analyse et votre instruction par une lettre toute récente du 14 janvier 2025. Est-ce que vous en avez eu connaissance? Si oui, comment vous le comprenez? Et est-ce qu'il est fréquent qu'un préfet conteste les instructions qui lui sont envoyées par la Direction générale de la santé? Plusieurs manières de répondre. Je vais lire pour tout le monde la phrase, parce qu'il y a
des instructions, donc quand j'indique au DG d'ARS une orientation, une instruction, j'ai des formulations qui sont en général directes. Là, dans le courrier auquel vous faites référence, celui du 28 novembre 2024, je lis la phrase pour tout le monde. En cohérence avec les réglementations d'autres États membres, Belgique, Espagne, qui ont fixé un seuil minimal de coupure à 0,45, il ne paraît pas opportun d'autoriser l'utilisation des fils de microfiltration. Donc on est bien sûr, il n'apparaît pas opportun, donc c'est mon avis. Et ensuite, pour le coup, je lis la fin du courrier. Ainsi, la démarche que vous avez initiée pour les installations de production du site Nestlé Water, dossier d'autorisation, je ne le cite pas, et la régularisation d'autres sites de conditionnement de la région Occitanie sont en phase avec ces instructions. Donc moi, je réponds à un courrier que je tiens à la disposition de la Commission. On m'interroge sur un 0,45. Je dis qu'effectivement, c'est conforme à... Il ne paraît pas opportun de descendre à 0,45. Moi, pour le coup, sur ma compétence de directeur d'administration centrale, à ce stade-là, ça se limite à ça. Ensuite, oui, je vous en prie, pour répondre à votre question, c'est bien le préfet, là il se trouve que c'est le préfet du Gard, mais c'est tous les préfets, qui prend l'expertise auprès de l'ARS et après qui autorise ou non l'exploitation de la source. Quand je dis qui autorise ou non, qui définit les modalités d'autorisation de l'exploitation de cette source. Oui, parce que si vous voulez, on est dans une situation quand même qui est paradoxale, parce que je vous fais lecture, vous faisiez lecture de votre courrier, je vous fais lecture d'un élément de la réponse qui est apporté par le préfet du Gard, et qui vise le cabinet, le directeur de cabinet, je crois, du ministère. En l'état actuel du droit et à la lecture des textes, les unités de microfiltration de 0,2 microns utilisées par Nestlé Waters ne sont nullement interdites. Voilà ce qu'il dit, ce qui est le contraire du droit que vous lui opposé, et ce qui est aussi le contraire, c'est vraiment une surprise pour nous, une contraire de ce que le rapport de l'ARS, dont les conclusions, le rapport ARS 2024 sur ce qui se passe à Perrier, a l'air de lui signifier. Donc j'aimerais que vous me donniez votre sentiment, votre explication. Est-ce que vous avez eu des échanges autres qu'épistolaires avec le préfet pour discuter ce point, ou est-ce que c'est courrier contre courrier? Alors, deux manières de répondre pareil. Parce que c'est quand même bizarre, là, c'est l'État et l'État quand même. Hein. Alors, j'ai un profond respect pour tous les préfets. Ça, c'est mon premier. C'est très diplomatique de commencer par là. Non, mais parce que je l'ai pas dit en introduction, mais le dossier Nestlé ou le sujet mobilise énormément les services des ARS, mobilise énormément les services des préfectures, et donc je préfère quand même dire que je reconnais énormément leur travail. Après, encore une fois, la réglementation telle qu'elle est, elle est déconcentrée. Depuis 2007, les autorisations sont prises au niveau du préfet. C'est donc le préfet qui est compétent. Et de mon point de vue, mais c'est vrai sur tous les autres dossiers, je considère que c'est le niveau de proximité, le territoire, l'interco, ce que vous voulez en fonction de bassin, qui est le plus à même de prendre la décision. Ce que cela traduit... Attendez, excusez-moi, juste sur une norme c'est ce que sur l'eau, le niveau de proximité, le territoire, excusez-moi, là pour le coup, on est quand même loin du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait une sorte de réglementation nationale et européenne, puisqu'elle s'inscrit dans ce cadre, sur les eaux minérales naturelles. Il me semble quand même que de ce point de vue, si vous-même vous donnez une réponse donnant des limites et des seuils, la réponse ne peut pas être c'est le territoire qui définit la norme pour le coup. On est sur des normes nationales importantes, il y a des questions de tromperie, il y a des questions sanitaires, enfin, sur quelque chose où il y a quand même besoin d'une certaine uniformité, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est pour ça que vous proposez une instruction en 2025. Mais c'est précisément... Il faut sortir de ça. Alors, dans vos propos, il y a plusieurs éléments. S'il y a un risque sanitaire, il ne fait aucun doute que l'exploitation est levée. Et que le préfet, en cas de risque sanitaire, interdira l'exploitation. Je n'ai aucun doute en la matière. Sur la microfiltration, on peut, et c'est mon propos depuis le début, et je l'ai dit dès mon introduction, il y a, quoi qu'il arrive, une réglementation européenne qui est imprécise, il y a un caractère interprétatif, et y compris, enfin, je suis très transparent. Vous auriez pu me poser la question de pourquoi je dis 0,45, pourquoi pas 0,5, pourquoi pas 0,55. Je vous ai demandé pourquoi on prenait juste une norme. Ou pourquoi 0,50 ou 0,52. J'ai effectivement expliqué qu'à 0,2, il y a un pouvoir désinfectant, que ce n'est pas compatible
avec le statut de MN, que certains États membres considèrent qu'à 0,45, ça modifie en dessous de 0,45, je suis désolé, ça modifie le microbisme de l'eau, et donc je donne cette référence. Après, la réalité, c'est que dans le courrier du préfet qui est co-signé par le directeur général de l'ARS, qui est adressé, vous avez raison, au directeur de cabinet du ministre, mais dans lequel je suis destinataire, donc à la question est-ce que j'ai pris connaissance de ce courrier, la réponse est oui. J'y ai même apporté une réponse par mail qui est très récente, donc vous ne l'avez pas, mais on pourra bien évidemment post-commission vous l'arrêter. Voilà, qui est que moi, mon courrier, il n'y a pas d'élément qui m'invite aujourd'hui à revoir ma position. Après, j'assume pleinement que sur la question de la microfiltration et du seuil de microfiltration, on est dans un caractère qui est interprétatif. Très bien. Et donc c'est pas un cadre réglementaire ou une norme qu'un responsable préfectoral ne viendrait pas respecter. C'est un directeur d'administration centrale qui explique qu'il ne serait pas opportun de descendre 0,45 et un préfet qui, dans son courrier, explicite ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que sur la microfiltration, le cadre réglementaire n'est pas suffisamment précis. Monsieur, considérez quand même que c'est une pagaille sans nom. C'est-à-dire que vous avez une CID qui vous dit qu'ils peuvent descendre sous les 0,8. Ensuite, vous avez des pratiques qui vont jusqu'à 0,2. Des arrêtés qui ne font pas de modifications, mais des pratiques constatées chez l'industriel qui sont encore différentes. Vous-même qui donnez une instruction, mais qui dites que le préfet garde son pouvoir interprétatif. Du point de vue, en tout cas, de la confiance, de la sécurité du dispositif, on a quand même un sujet. Donc il y a la nécessité de mettre quand même de l'ordre dans la maison. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Donc, mais voyez que les choses ne sont pas non plus se dire bon, on renvoie à des questions interprétatives. Je finis à une dernière question parce qu'après je veux passer la parole à mes collègues puisque le temps court vite et que j'avais évidemment beaucoup de questions à vous poser. Peut-être une question un peu plus générale qui pour moi est importante. Les scientifiques qu'on a auditionnés dans le cadre de cette commission, ils confirment tous la dégradation des eaux souterraines. Et finalement, on a l'impression que ces eaux minérales naturelles, qui avaient la réputation d'être protégées, d'être sécurisées, se retrouvent finalement dans une situation proche de celle de l'eau du robinet ou des eaux de boisson. D'ailleurs, ça y est, sur des sites comme celui de Perrier, des eaux de boisson voisinent avec encore des eaux minérales naturelles, même si les derniers rapports de l'ARS envisagent même un arrêt de la production de minérales naturelles sur le site de Vergès. Mais ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de mettre un signe égal dans les réglementations qui s'appliquent aux uns et aux autres, compte tenu de la dégradation de la ressource? Sinon, nous ferions courir un risque sanitaire à ne pas le faire. Pour répondre à votre question, c'est les éléments sans doute que j'ai raccourcis dans ma conclusion de mon propos liminaire, c'est-à-dire que la surexploitation de la ressource, combinée à un changement climatique, doit nous inviter à revoir ce que j'ai appelé le cadre de maîtrise des risques. C'est une manière de répondre précisément à votre question. Est-ce que de cette phrase-là, on en tire qu'il faut que tous les statuts soient égaux? Là, il ne me revient pas en tant que directeur d'administration centrale France de poser cette question, d'avoir ma propre conclusion parce qu'il faudra qu'on ait la discussion au niveau européen. Par contre, si vous me posez la question en tant que médecin, donc je vais enlever la casquette de DGS une minute, sur est-ce que ces sources-là, quelles qu'elles soient, si on se projette à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, d'accord, on va faire une projection un peu loin, elles vont nécessiter un renforcement des mesures de maîtrise des risques, je peux répondre sans hésiter, la réponse est oui. Et si précisément, plusieurs fois dans mon audition, j'ai répondu qu'il fallait qu'on discute au niveau européen de l'introduction de la surveillance virologique. Si j'ai précisément j'ai insisté sur la nécessité de clarifier, pour le coup, la microflore, ce qui relève de la flore normale, de la flore anormale. C'est précisément que je considère qu'il ne faut pas faire comme on a fait ces dernières années, c'est-à-dire dire qu'effectivement on a 98%, 99% de conformité. La réalité, c'était le chiffre qu'on avait, les résultats qu'on avait, et avec de la triche, avec de la fraude. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit on peut se poser la question de pourquoi en fait un système de fraude a pu prospérer. Oui, si demain on veut continuer à avoir des eaux minérales naturelles, il faut de la maîtrise des risques. Alors la maîtrise des risques,
elle se fait aussi en amont, c'est-à-dire qu'il faut avoir autour des sources, de la protection de plans de captage, une maîtrise du foncier. Donc tout ça, ça relève bien évidemment de l'exploitant. Et c'est bien par la conjugaison de la maîtrise du foncier, des plans de protection des captages, plus des mesures, on va dire, d'autosurveillance par l'industriel, qu'on arrivera à mettre sous assurance qualité la maîtrise des risques. Peut-être un point que je n'ai pas signalé dans mon audition et que je m'en excuse, c'est que la réglementation européenne n'oblige pas les États membres à mettre en place un contrôle sanitaire tel qu'il existe. La France est un des pays où le contrôle sanitaire est fait par l'État. Mais quand je dis contrôle sanitaire, c'est bien des prélèvements faits par l'État ou pour le compte de l'État avec l'analyse de paramètres microbiologiques. D'autres États membres se limitent à du contrôle, on va dire, documentaire, c'est-à-dire s'assurer effectivement que les contrôles sont faits et uniquement les contrôles sont faits. Donc en France, on a déjà, on va dire, un plan de maîtrise des risques qui est particulièrement important entre autosurveillance ou surveillance par l'exploitant, contrôle par les autorités. Après, c'est certain, je le redis, au regard de tout l'évolution du changement climatique et l'exploitation de la ressource, il est nécessaire de réinterroger régulièrement le cadre de maîtrise des risques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour ces précisions et vos réponses. Monsieur le rapporteur, il est temps de donner la parole à nos collègues sénateurs. Et Madame Guhl, vous avez demandé la parole, donc à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général de la Santé, je vais avoir une question très simple. J'aimerais avoir deux dates, les deux dates auxquelles la surveillance virologique de votre part, enfin de la part des ARS, a été mise en place. 1, dans les Vosges, 2, dans le Gard. Alors, en question-réponse comme ça, sous serment, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Très bien. Parce que je vais me tromper dans les dates. Je peux, post-commission, bien évidemment, très bien. Non, il n'y a pas de souci. Sur les deux dates. Il n'y a pas de souci. Je précise, les plans de surveillance renforcés sont en place dans les deux régions que vous citez. Pour répondre précisément sur la date, d'abord, je vous invite à poser la question, bien évidemment, aux ARS, mais je m'assurerai aussi d'avoir la réponse à votre question. Alors, la réponse nous a été donnée hier, donc je voulais le savoir parce que j'ai entendu des dates qui ne correspondaient pas à la réponse qui avait été donnée hier, mais vous faites cette précision qui est que, comme ça, vous ne pouvez pas nous donner la date. Hier, il a été très clair, l'ANSES nous a dit que la surveillance renforcée virologique, qui est un contrôle, d'après eux, plus qu'une surveillance, puisque par le terme surveillance, ils entendaient autosurveillance. Donc le contrôle virologique s'est effectué à partir de juin 2024. Juin 2024. Si je considère que dans les Vosges, les traitements interdits se sont arrêtés en octobre 2022, et ils se sont arrêtés à cette date-là, d'après les données que vous nous avez transmises. Entre octobre 2022 et juin 2024, donc il y a là plus de 18 mois, dans les Vosges, nous avons une eau qui a été mise en bouteille sans surveillance virologique, alors que les traitements interdits, entre guillemets, pour de l'eau minérale naturelle n'avaient plus lieu et que le seul élément, c'était la filtration à 0,2. Si je reprends les conclusions de l'ANSES qui disait la filtration à 0,2 sur une eau qui est une eau contaminée est dangereuse pour la santé car elle laisse passer le risque virologique. Je peux en déduire que pendant plus de 18 mois, il y a eu un risque sanitaire de distribution des eaux dans les Vosges. Et pour le Gard, les chiffres sont un peu différents parce que comme ils ont mis beaucoup plus de temps à arrêter les traitements interdits, ils ne les ont arrêtés qu'en octobre 2023. C'est entre octobre 2023 et juin 2024, donc là nous avons 8 mois, où nous avons eu de l'eau de Perrier qui a été distribuée et où potentiellement il y avait un risque sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qui reprend en fait tous les éléments que vous venez de nous donner sur le risque sanitaire avec une filtration à 0,2 ? Alors, pour être d'accord ou pas d'accord, je lirai vos propos pour refaire les dates et la frise chronologique pour en être certain. Le point peut-être sur lequel je me permets d'avoir une précision dans la chronologie, Madame la sénatrice, c'est que la surveillance renforcée,
elle se met en place suite à l'appui scientifique et technique de l'ANSES qui, elle, date du 16 octobre 2023. C'est-à-dire qu'avant le 16 octobre 2023, il n'y a pas lieu, Vous avez le rapport IGAS depuis juillet 2022 qui fait état d'un risque virologique. Ah, tout à fait. Oui, mais ça j'ai... Alors, premièrement, le rapport IGAS, effectivement, un possible risque virologique. La deuxième, c'est, j'y ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que même si je conçois aisément on peut se dire qu'il suffit, parce qu'un rapport de l'IGAS prévoit la surveillance virologique, de faire cette surveillance virologique. Il nous faut, pour le coup, un avis scientifique qui doit nous dire comment on fait ces prélèvements, où on fait ces prélèvements, quel virus on recherche. Et c'est pour ça que la note d'appui scientifique et technique, elle est indispensable avant de lancer la surveillance virologique. Mais si vous voulez, juste, je finis là-dessus, parce que c'est à mon avis, c'est le cœur du sujet. Depuis le 31 août 2021, vous pouvez faire ça. Vous pouvez demander à l'ANSES de vous expliquer quel est le risque. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'initialement, le risque sanitaire, il a été ignoré, il a été écarté. Et moi, mon interprétation, à l'heure où je vous parle, mais évidemment, les travaux de la Commission continuent, c'est qu'il y a eu une forme de capture du fait que Nestlé est venu voir les pouvoirs publics en leur disant que c'était une question de tromperie et que finalement, avant 2022 puis 2023, avant l'IGAS, dont il n'a pas été tenu immédiatement compte, et avant l'ANSES, vous l'avez expliqué pour des raisons techniques, avant ces moments-là, vous n'avez pas traité le risque sanitaire à la mesure de ce qu'il était engagé par le fait que ces eaux minérales naturelles n'avaient plus la pureté originelle qui était la leur autrefois. Voilà, moi, en tout cas, c'est mon interprétation, vous n'êtes pas forcément obligé d'y souscrire, mais de ce que vous dites, de ce que je retiens de cette audition sur ce point-là, et je retiens également, en revanche, que depuis quelque temps, la DG Santé est en train de rattraper le temps perdu. Voilà. Très bien. Alors, une autre question, oui, une réaction déjà au Pardon, excusez-moi, j'ai d'autres questions. Allez-y, chers collègues. Vous imaginez. J'ai donc d'autres questions. Donc là, je vous remercie quand même, malgré tout, de reprendre peut-être les chiffres, enfin les dates que je vous ai données et de me dire si vous êtes d'accord ou non avec mon analyse, parce que je pense que c'est important. C'est là qu'on voit si effectivement il y a des failles dans la maîtrise du risque sanitaire. Et pour vous avoir déjà entendu, beaucoup de monde, je pense qu'effectivement, il y a des périodes où il y a des failles dans le risque sanitaire parce que vous avez autorisé cette filtration à 0,2 alors même que l'émergence des eaux Nestlé n'était pas pure. Et c'est ça, et c'est là qu'est le problème, c'est que nous avions affaire à une émergence des eaux qui étaient de l'eau contaminée. Et ça, c'est contraire à la réglementation des eaux minérales naturelles. J'ai une autre question. Je voulais savoir si vous êtes hiérarchiquement en charge des ARS. J'avoue que je n'ai pas ce petit point et c'est un élément sur lequel j'aimerais savoir si c'est de votre responsabilité hiérarchique. Je réponds tout de suite sur ce premier point et je précise sur le deuxième. Non, les agences régionales de santé sont bien des établissements publics autonomes. Nous leur adressons des instructions, effectivement. Alors, premièrement, je le redis, j'échange avec les directrices et les directeurs généraux d'ARS au quotidien. Qu'il n'y a pas de doute dessus. Nous nous voyons tous les directeurs et directrices de manière mensuelle. Je vois tous les directeurs de la santé publique de manière mensuelle aussi. Et mes équipes échangent avec les services des ARS au quotidien. Par contre, effectivement, je n'ai pas une autorité hiérarchique sur les agences régionales de santé. Quand on dit autorité hiérarchique, pour celles et ceux qui nous écoutent, effectivement, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, sur le directeur général de l'ARS est responsable de ces décisions. En l'espèce, sur la qualité des eaux minérales naturelles, l'ARS apporte l'expertise au préfet qui décide. Comme ça, vous avez la totalité de la chaîne et il n'y a pas de lien entre le ministère de la Santé et l'autorité préfectorale dans le cas du dossier qui nous concerne. Sur le premier point, je relirai encore une fois avec attention la chronologie des dates. Quand je dis effectivement que je considère qu'il n'y a pas de risque pour la santé publique, bien évidemment, c'est sur les paramètres qui ont été mesurés, donc sur la qualité microbiologique de l'eau. La question sur la surveillance virologique, vraiment, c'est pour répondre à monsieur le rapporteur, ce n'est pas une décision administrative. Je veux le dire, c'est-à-dire que
pourquoi on met en place la surveillance virologique? Parce qu'il y a une instance d'expertise qui nous dit comment il faut la mettre en place et où il faut la mettre en place. Aujourd'hui, au niveau européen, est-ce qu'il y a une surveillance virologique des eaux minérales naturelles? La réponse est non. Mais vous voyez bien que le problème, c'est que ce qui fondait l'absence de contrôle de cette nature, c'est la pureté originelle. Et qu'à partir du moment où vous le savez à partir de juillet 2021, que la pureté originelle, elle était refabriquée par le mécanisme, entre guillemets, de fil tel qu'il a été mis en place, à partir du moment où vous le savez, vous devez agir d'un point de vue sanitaire. Et c'est votre fonction. Et donc, à ce moment-là, et vous le savez en juillet 2021, vous savez que, évidemment, vous savez que vous faites face à une eau qui est problématique. Et vous savez qu'une microfiltration est mise en place pour pallier à ça. Vous savez bien que la microfiltration, elle n'est pas pour la couleur de l'eau, elle n'est pas pour autre chose que pour des raisons sanitaires. Vous le savez à ce moment-là. Alors si vous ne le savez pas, vous vous dites qu'ils ont fait des filtres à charbon et des lampes à UV pour se faire plaisir. Voilà. Donc vous le savez. Vous pouvez pas parler à ma place. Tout à fait. Vous le savez, point d'interrogation. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Parce que comme ça, je vais donner le fond de ma pensée en rappelant à tout le monde que je suis sur serment. Donc le fond de ma pensée, je maîtrise le fond de ma pensée. On est sur des eaux qui sont souterraines, d'accord? On est sur des eaux qui sont profondes. Jusque-là, je pense que personne n'est pas d'accord avec moi. Scientifiquement, d'accord? Moi, je me base sur des avis scientifiques. Je ne suis pas expert de l'eau. Ce que je sais, c'est que l'eau, à ces profondeurs-là, elle peut être ou non contaminée par des bactéries normales ou des bactéries anormales. Moi, on ne me dit pas, quand je dis on ne me dit pas, on ne me le dit pas, sauf depuis l'avis de l'ANSES, que dans ces eaux souterraines, il y a un risque virologique. C'est là où pourquoi cet avis n'a pas été demandé en août 2021? Puisque vous savez qu'il y a un problème. Mais c'est là où Nestlé vient vous dire qu'il y a un sujet. Mais c'est là où j'essaie d'expliquer que le risque virologique, en 2021, en 2022, en fait, il ne se pose pas en ces termes. Après, je comprends que ça soit... Je ne comprends pas votre réponse, franchement. Alors, je tiens à dire que le rapport de l'IGAS mentionne qu'à 0,2, il y a un risque virologique. Le rapport de l'IGAS, un an avant que l'ANSES ne le précise. Je vous laisse reprendre cette phrase. Elle est d'ailleurs notée dans le rapport, puisque je l'utilise dans mon rapport pour expliquer qu'il y a un risque à 0,2. Et je reprends le verbatim de l'IGAS. Donc, c'est bien en 2022 qu'il y a cette inscription dans le rapport de l'IGAS. Ça a pu vous échapper, hein, je dis pas le contraire, hein, ça a pu échapper à la DGS à ce moment-là, je dis pas à vous précisément, mais c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 2023, il n'y a aucun doute, en octobre 2023, on sait qu'il y a un risque pour la santé, et c'est un risque virologique, et on sait que les bactéries sont des bactéries de matière fécale. Moi, je suis pas médecin. Je ne suis pas à la Direction générale de la santé, même j'ai jamais rien eu à voir avec aucun service de la santé. Mais je me dis que s'il y a eu des bactéries de matière fécale dans l'eau, ça ne doit pas être très bon et qu'il y a quand même quelques risques derrière. Alors ça peut-être, j'en sais rien moi, peut-être qu'il y a eu une série de gastro qui sont liés à ces bactéries fécales. Certes, elles n'y étaient plus, hein. Elles n'y étaient plus puisqu'elles étaient filtrées. Mais par contre, les virus liés à cette source impure, eh bien, à cette émergence impure, eh bien, elle pouvait être là. Alors, je vous posais la question là sur la hiérarchie par rapport aux ARS. Pourquoi? Parce que la directrice de l'ARS Grand Est, qui a fait cet article 40, n'est plus en poste actuellement et donc a pris une autre fonction. Je voulais savoir si au cours de vos fonctions, soit en tant que DGS adjoint, soit en tant que DGS aujourd'hui, vous aviez eu à vous prononcer sur son évolution de carrière. Autrement dit, est-ce que pour vous, il s'agit d'une forme de mise au placard ou une réponse directe au fait qu'elle ait fait un article 40 ? Alors, ça me fait sourire parce que c'est donner beaucoup de pouvoir au directeur général de la santé. Je préfère sourire, Madame la sénatrice. Non, mais je vous en prie. Vraiment. Alors, je me dévine jamais sur les réponses. La Direction générale de la santé n'évalue aucun des directeurs généraux d'ARS, directrices généraux d'ARS, aucun, ça c'est certain. La Direction générale de la santé n'intervient pas dans les promotions qui sont faites de rejoindre ou de réintégrer l'inspection générale des affaires sociales,
pas plus pour moi que pour mes collaborateurs. Donc, j'ai répondu de manière très explicite. Après, comme je l'ai dit, beaucoup travaillé avec les DG d'ARS, que j'ai beaucoup de respect pour les préfets, mais j'ai beaucoup d'amitié pour les directrices et les directeurs généraux d'ARS, comme une très grande confiance en eux. Je peux dire que la directrice générale Grand Est, dans l'ensemble des fonctions, dans l'ensemble de mes fonctions et des échanges que j'ai eus avec elle, est une grande professionnelle. Donc c'est simplement en réponse à la dernière partie qui placard laisserait à penser que Virginie n'aurait pas mené à bien ses missions. Je peux le redire, ça a été une directrice générale d'ARS qui, dans toutes les missions qui m'ont été confiées, a été pleinement au rendez-vous. Très bien, je vous remercie. On lui doit en tout cas que cette affaire ait été connue du grand public, puisque c'est cet article 40 qui a quand même fait émerger le sujet. J'ai une dernière question Allez, la dernière question, cher collègue. Non, alors c'est pas tant une dernière question, mais je voulais apporter une précision sur le document de la RIM. Enfin, vous n'appelez pas ça une RIM maintenant, mais... Voilà, ce compte-rendu, en fait, dit deux choses. Il dit effectivement, vous pouvez aller en dessous de 0,8. Ça, c'est pour les Vosges qu'il dit ça. En fait, il dit pas ça pour le Gard. Pour le Gard, il dit, nous vous recommandons de permettre à Nestlé d'appliquer le plan de transformation. Et c'est dans le plan de transformation qu'il y a le 0,2. Donc, en fait, ils disent sans le dire, et c'est ça qui est malin, finalement, ils disent sans le dire, vous pouvez autoriser Nestlé, vous... Permettez à Nestlé de faire son plan de transformation. Et le plan de transformation, il dit du 0,2. Donc, effectivement, il n'y a pas écrit noir sur blanc. Merci d'autoriser la microfiltration à 0,2, car tout le monde, si nous, on est capable de le savoir en ayant travaillé 3 mois sur le sujet, vous imaginez bien que les experts sont capables de le savoir immédiatement, que ça n'est pas possible d'autoriser ce 0,2. C'est ainsi que c'est autorisé dans ce compte-rendu de RIM. Et c'est le deuxième élément. Et donc, c'est bien dit ainsi. Nestlé peut, dans le Gard, mettre ce plan de transformation en place avec une microfiltration à 0,2. Voilà, je voulais simplement... Une réaction ? Oui, ce même document, pour montrer que dans toutes les décisions qui sont prises sur la microfiltration, il n'y a pas de doute qu'il y a une nécessité de clarifier au niveau européen. Je lis la fin de ce document-là, c'est le 5 du document. Demande au secrétariat général des affaires européennes de conduire une analyse de la situation de la microfiltration et des pratiques existantes dans les autres pays de l'Union afin, le cas échéant, d'envisager de solliciter la Commission pour une évolution de la réglementation communautaire ou en vue d'une saisine de l'EFSA. Ça, c'est le bleu de la RIM, et c'est précisément dans les orientations des autorités françaises que j'ai relues tout à l'heure ce qui a été fait. Donc, dans le même document, effectivement, il y a des plans de transformation qui sont décidés et validés, tout en étant très explicite sur le fait que le statut de la microfiltration doit être clarifié au niveau européen. Parce qu'effectivement, tous les États membres sont concernés par cette question-là. Et derrière les États membres, c'est les citoyens et les citoyennes des pays considérés. Très bien. Écoutez, je vous propose de conclure cette audition qui fut dense, riche et précieuse avec une mine d'informations. Je vous rappelle et vous demanderai de nous envoyer les derniers éléments en votre possession, notamment la réponse apportée au préfet du Gard et peut-être les dates aussi dont parlait notre collègue Madame Gull, que vous avez en votre possession, et les réponses au questionnaire. Merci beaucoup pour votre contribution écrite et pour avoir été disponible cet après-midi.